Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Merci de nous rejoindre. Février 90, les Béninois se rappellent la fameuse assise du PLM à Lédio. Le pays était en crise, une crise financière accrue, mais aussi une crise politique exacerbée. N'avait droit de citer que le parti unique de l'époque. 31 ans après, le Bénin, dit-on, semble être hanté par son passé. Monopolisation, exclusion seraient les maîtres mots sur fond de tensions politiques. Des voix de s'élever, invitant expressément à un dialogue national inclusif. Pressant appel à une assise nationale au Bénin. Quel intérêt à quelques semaines d'un scrutin crucial. L'instant débat, mesdames, messieurs, avec un politique et un analyste. Déjà sur ce plateau, en notre compagnie, Monsieur Diomaye Kodo. Acteur politique, il est le porte-parole de Front Souverain. Une formation de l'opposition. Diomaye Kodo, bonjour à vous. Bonjour, Monsieur Yatangi. Merci de répondre une fois encore à notre invitation. C'est avec plaisir. Le plaisir est d'autant partagé que conférence de 90, il est très indiqué pour nous en dire un peu plus. En face de lui, pour l'instant, voilà l'analyse de Monsieur Jospezo Anago qui n'est non plus à présenter. Il nous accompagne durant ces 45 minutes. Le patron de la dépêche, Jospezo Anago, bonjour. Bonjour, chers confrères. Bonjour, téléspectateurs de Sika TV. Et merci à vous pour la disponibilité. C'est un devoir. Oui, ça paraît si lointain, mais si proche. La faveur était des plus grandes. Des Béninois qui, pendant des années, n'ont pas pu se parler, qui ont pensé qu'il était temps pour eux de se donner la main pour repenser le Bénin. Février 90, on se rappelle comme si c'était hier. Oui, M. Diomaye Kodo, je me retourne vers vous. Cette ferveur autour d'un dialogue qui n'annonçait rien de bon, mais qui aurait été tout beau. Aujourd'hui, les Béninois pensent que le climat politique est tel qu'il faut pouvoir s'asseoir encore, se parler. Vous l'avez dit aussi récemment qu'il faut se parler. Et beaucoup se demandent, à cet instant, est-ce que ça s'impose vraiment une assise nationale? Oui, absolument. Une assise nationale est nécessaire. Ce que nous on craint, c'est que ces assises tournent plutôt dans le vide si la classe politique ne lui donne pas une âme. Les contextes politiques de 1990 ont changé et les peuples du Bénin ne sont plus dupes. Néanmoins, pour résoudre nos contradictions et éviter un éventuel soubresaut, il semble nécessaire de passer par les dites assises. Sans assises, Monsieur Yatangi, sans assises, c'est la possibilité qu'un camp gagne contre un autre camp dans notre pays. Cela ne peut être, si ce camp gagne, cela ne peut être que par la force. Et la victoire ne peut être durable, même en tentant une diversion des peuples par des emprunts massifs pour un développement trompe-l'œil. Le Front Souverain, mon parti politique que je représente ici en tant que porte-parole, a des solutions pour ces assises. Vous avez sorti beaucoup de mots en peu d'intervention. Obligation nous est faite de revenir sur quelques-uns. Mais avant, oui, Jospezo Anago et M. Kodo martèlent que le Bénin n'a d'autre choix que d'y aller. Mais il faut reconnaître d'abord que
quand on dit assise, on dit dialogue, on dit se parler, se retrouver entre soi et les autres. Cela n'a jamais été une mauvaise chose dans la mesure où le manque de communication, le manque de contact, le manque d'échange peuvent créer des situations, des conflits entre gens d'un même sérail et même entre communautés, entre peuples. Donc, si à un moment donné, les Béninois se rendent compte qu'il leur est utile et nécessaire, n'est-ce pas, de se retrouver, de se voir en face et de se parler, cela devrait pouvoir être possible. Possible dans la mesure où, dans l'histoire de ce peuple, vous l'aviez dit tantôt, à l'entame de cette émission, on peut se référer à cette actualité, parce que, curieusement, 31e anniversaire de notre conférence nationale, qui a fait des émules un peu partout à travers l'Afrique. Et donc, c'est dire que le génie béninois a fonctionné, et à un moment donné où tout le monde se parlait, on ne se parlait plus, on ne se comprenait plus, on a choisi de se retrouver. Donc, oui, je suis tout à fait d'accord que si la nécessité se fait sentir qu'il faut se parler, on doit se parler. On se parle déjà dans le foyer, on se parle déjà, on doit pouvoir se parler au travail, on doit pouvoir se parler à l'église ou un peu partout. Mais se parler au niveau national, cela ne devrait pas être quelque chose d'extraordinairement impossible, puisqu'on l'a déjà essayé et ça a marché. Donc on devrait pouvoir se parler. On peut se parler autant de fois que cela est nécessaire, pourvu qu'on se comprenne. Pourvu qu'on se comprenne. Vous avez ajouté tout à l'heure qu'il faudra que les politiques y donnent une âme. D'abord, pourquoi les politiques y donnent une âme à cette assise? Qu'est-ce que ça stipule? Alors, très bien, parce qu'il ne faut pas oublier la configuration de notre population. Nous avons à peine 3% d'élite, d'intellectuels qui dirigent notre pays. La grande masse de notre population est un peu à l'écart, cela à cause de la langue française qui est utilisée dans notre pays comme langue de travail et langue de scolarisation de nos enfants. Donc... mais ça, quand on le dit, est-ce qu'on n'exagère pas? Non. Puisqu'on a fait une option, notre démocratie, elle est représentative. Et ceux-là qui ne parlent pas, leur voix est portée par des gens. Non, leur voix... ils sont instrumentalisés et crétinisés. Lorsque vous prenez l'argent du peuple d'une manière ou d'une autre et vous décidez avec cet argent d'aller diriger le peuple, vous le crétinisez. Lorsque vous voulez diriger un peuple, vous prenez ces desiderata, ces vrais souhaits, ces problèmes, les problèmes auxquels les peuples sont confrontés, et vous allez vous battre pour les aider à résoudre ces problèmes. Les peuples vous soutiennent et vous réussissez dans vos réformes. C'est pour ça que nous avons dit pour la gouvernance de Talon que ce n'est pas des réformes qui sont opérées, c'est des réarrangements pour sa gouvernance. Que de mots ce matin. Vous dites ce ne sont pas des réformes, des réaménagements. Nous l'avons dit. Et vous dites pour sa gouvernance, oui, cette expression... Nous l'avons dit depuis 2019. Est-ce que c'est... Non, aujourd'hui, vous avez des résultats quand même. Est-ce qu'on peut parler encore de réaménagement pour sa gouvernance? Ça fait un peu subjectif. Je crois que le peuple n'a pas son gain. Je crois que hier, nous étions sur ce plateau avec notre compatriote Boni Ouro, qui a dit que pendant 5 ans, le gouvernement de Talon n'a fait que de la politique. Moi, je vais ajouter de la politique politicienne. Et c'est dans ce cadre que je dis que ce n'est pas des réformes, c'est des réarrangements pour sa gouvernance. Et il n'est plus un secret pour personne. Toutes ces lois scélérates qui ont été votées, on ne va plus les citer ici, tout le monde les connaît. C'est pour arranger une gouvernance, mais ce n'est pas pour développer un pays. Si c'était pour développer un pays, vous voyez, même dans des périodes révolutionnaires où on disait qu'il n'y a pas la démocratie, ainsi de suite, il y a une période où les masses populaires étaient derrière Kérékou. Même en étant autocrate, les masses étaient derrière Kérékou. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non. Votre réponse? Mais non, aujourd'hui, les masses ne sont pas derrière le pouvoir. Et ce qu'on a vu derrière le chef de l'État durant sa tournée de reddition de comptes? Bon, excusez-moi, hein. Moi aussi je fais des tournées dans le pays depuis 5 ans. Donc
Je vous ai parlé de crétinisation tout à l'heure. Avec l'argent, on peut crétiniser. Non, il n'y a pas eu de l'argent durant cette tournée. Non, je dis avec l'argent, on peut crétiniser. Je ne vous ai pas dit qu'il y a eu. Mais qu'avec l'argent, on peut crétiniser. Oui. Vous dites des choses à mots couverts, ok. Alors, vous pensez que la démocratie représentative, jusqu'à présent, avec le parcours qui est le nôtre, n'a pas su être aux côtés des populations? Non, pas du tout, pas du tout. On va tourner en rond parce que c'est la crétinisation. Je dis, dans un pays où plus de 90% de la population ne sait ni lire ni écrire aucune de ces langues, vous ne faites pas de la démocratie. Vous ne faites pas de la démocratie représentative. Vous gouvernez. Et c'est ce que font nos élites depuis 1960. Nos élites sont à la tête de ce pays et décident pour le peuple comme il veut, comme il le pense. Alors donc, donner une âme à ce dialogue impliquerait quoi? Alors, il faut donner une âme à ce dialogue si cela va se tenir. Parce que nous avons déjà fait une conférence nationale en 1990. Oui. Il y avait un contexte précis. La situation internationale, la situation objective nationale faite de crise financière, la tension sociale qu'il y avait dans le pays. Et lorsque cette conférence s'est réunie, beaucoup d'instrumentalisation, de manipulation pour faire peur aux populations que ça va échouer, qu'il y aura danger, ainsi de suite, qu'on passait à côté de la guerre civile, ainsi de suite. Mais tout ça pour atteindre un objectif. Le peuple a tout compris après. Et on nous a parlé de consensus. Et ce consensus n'était qu'un leurre, ce n'était qu'une tuperie du peuple pour faire du diamant. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président de la République qui parle de diamant. Diamant, pour les téléspectateurs qui ne comprennent pas, oui. Oui, diamant qui signifie dépeçage et partage de la richesse nationale. Où est le peuple dans ce dépeçage et partage de la richesse nationale? Le chef de l'État, si c'était dans certains pays, serait questionné tout de suite sur ses propres phrases qui dit des présidents de la République jusqu'au ministre et ainsi de suite vers le bas, le pays est diamanté, passez-moi l'expression, dépecé et partagé. Vous pensez que le chef de l'État devrait être écouté? Il relate une réalité peut-être qu'il connaît bien. Donc il faut l'écouter. Ah, certainement que tout le monde l'a écouté. En tout cas, moi, je l'ai écouté. Et c'est pour ça que je vous dis que les élites ont dirigé ce pays sans le peuple. Et que le consensus n'est qu'une tuperie. En gros, c'est ce que disait notre compatriote hier, Bonio. C'est un concept flou. En étant flou, sa réalité est tout aussi flou. Jos Bezoanago, vous avez suivi M. Kodo. Je n'ai plus à rappeler, c'est beau. Faut-il vraiment des préalables au dialogue si on doit aller au dialogue? Mais c'est évident, on ne peut pas aller à un dialogue, à des assises, sans en définir les contours. Bon, c'est vrai que de notre observatoire ici, on peut déjà, et à raison, se dire qu'on ne peut aller à ce genre de dialogue sans mettre sur la table tel problème, parce que nous en connaissons un bout. Aujourd'hui, la cohésion nationale est mise à mal. Ce n'est qu'autour d'une table, qu'autour d'un dialogue, qu'on va rafistoler les bords. Aujourd'hui, tantôt, mon vis-à-vis a parlé de justice. On a vu aujourd'hui comment fonctionne la justice, par exemple. Et il est de bon temps qu'on se retrouve, qu'on s'asseye et qu'on se regarde en face pour se parler. Aujourd'hui, les libertés essentielles sont mises à mal. C'est aussi une réalité. Et peut-on en parler concrètement sans pouvoir se retrouver en face à face, et dialoguer? Là, il y a un problème. Le système partisan, ça pose problème. Les réformes, dans ce cadre aussi, posent problème.
Et on ne peut pas continuer par faire semblant que ça va d'un côté, parce que là, nous avons distinctement 3 catégories de Béninois. Il y a ceux qui ont gardé la main au menton, comme on le dit généralement en fond, à l'Odoba, et qui observent. Il y a ceux qui disent, mais non, ça ne peut pas marcher. Il faudrait qu'on puisse dire que ça ne va pas. Ceux-là sont d'un côté. Il y a d'autres qui disent, bon, mais ça nous convient tel que c'est. On n'a jamais fonctionné de par le passé de cette façon-là. Donc, si on doit aller maintenant s'asseoir, le préalable, c'est déjà ça. C'est de se dire, ben, nous irons nous asseoir, mais voyez par exemple ceux dont on va parler. Ceux qui sont en face, qui ne veulent pas de dialogue. Eux ont aussi peut-être un certain nombre de choses à déposer sur la table. Donc, on va remettre les choses à plat et parler. Donc, les préalables existent. S'il n'y a pas de préalable, c'est comme l'ordre du jour. De quoi allons-nous parler? À la conférence nationale, on a mis à plat un certain nombre de choses. Et on en a parlé de façon décontractée. Et ça, c'est possible encore. Donc, les préalables, d'accord. Les préalables existent, mais on ne peut pas aller sans préalable. Et les partis en présence vont déposer dans la corbeille tout ce qu'il y a comme préoccupation. Et puis, ça va pouvoir se faire. On ne peut pas y aller sans préalable. On ne peut pas y aller sans préalable. Mais autour de ce concept qui revient, est-ce que le Béninois ne prêche pas aussi un peu dans le désert, pas ces temps-ci, où les appels dans ce sens se multiplient, alors que quand on suit bien la posture du pouvoir, il n'y a pas si tant péril à la demeure pour que l'on aille au dialogue? Oui, mais évidemment, nous n'avions pas inventé le fil à couper le beurre européen en termes de politique, en termes de comportement, en termes d'intrigue. Quand vous regardez d'autres pays, ça a été le cas. Même au plus profond de la vague, au creux de la vague, les gouvernants ont toujours donné l'impression que tout baigne. Et c'est lorsque la bourrasque vient à les emporter qu'ils se rendent compte. Moi, j'ai souvent cité le cas du Burkina Faso, de Compaoré. À 24 heures de son départ, je suis presque certain que Compaoré ne savait pas ce qui lui arrivait. Et donc, Compaoré a passé tout ce temps à faire croire que tout allait bien. Et donc, c'est cela. D'un côté, je l'ai dit, il y a 3 catégories de Béninois. Ceux qui disent, ben, ça ne va pas. Et qui sont considérés comme ceux qui racontent n'importe quoi, par une autre catégorie. Et il y a une autre carrément qui, fatiguée, ou c'est-à-dire, enfin, qui s'est laissé aller, qui se dit, bon, mais moi, je me croise les doigts, j'attends, qu'advienne que pourra. Et donc, moi, je dis, ceux qui, aujourd'hui, estiment qu'il y a péril dans la demeure, qu'il faut aller à un dialogue, ont aussi raison. Ils ne prêchent pas dans le désert, puisque ailleurs on a vu, certains n'ont pas été écoutés, mais les faits leur ont donné raison. Et moi, je voudrais inviter les nôtres à lire l'histoire de ce peuple, et l'histoire de l'Afrique aussi. C'est-à-dire, lorsque vous ne tenez pas compte de ce qui s'est produit il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais cela pourrait aussi vous arriver. Et donc, c'est oui, un peu ça. C'est dire qu'il faut tenir compte de l'histoire de ce pays, mais aussi de l'histoire du monde, de l'Afrique. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que les Béninois oublient leur histoire? Avant de répondre à cette question, je vais rebondir sur le pouvoir qui ne pressent rien. En disant, comme il parle de Burkina Faso, qui c'est qui savait Ben Ali, est-ce qu'il savait à 1 ou 2 heures avant qu'un simple vendeur de fruits et légumes dans la rue va basculer tout son pays et qu'il va fuir en toute catastrophe? Nous connaissons cette histoire-là. Donc, c'est les peuples qui ont toujours le dernier mot. C'est ce que nous avons l'habitude de dire. Les peuples ont toujours le dernier mot. Et c'est pour ça qu'il faut aller étudier l'histoire des peuples. Je vais vous lire peut-être un petit mot du docteur Hans-Joachim de la Fondation Friedrich Ebert, qui préface le livre de maître Robert Dossou dans la conférence nationale, ce que j'en ai dit en 30 ans. C'est à la page 6. Et il écrit ceci, prenant la main sur la question de l'histoire. Il apparaît que la jeune génération, actrice du devenir du Bénin, n'a que très peu de repères historiques, pourtant importants, pour décider pour aujourd'hui et demain. Fin de citation.
Ce monsieur n'est pas béninois. Ne dites pas que vous partagez son avis. Je vous dis, ce monsieur n'est pas béninois. Oui, on le sait. Il n'est pas africain, monsieur Anango. C'est un Européen. Et il parle du Bénin. Tout à fait. Il doit être en train de faire un rapprochement entre la jeunesse de son pays et la jeunesse de notre pays. 90% des militants du Front souverain sont des jeunes, à peine 40 ans. Je les côtoie tous les jours. Et ma seule grande tristesse, c'est de savoir qu'ils n'ont pas la culture historique, non seulement de l'Afrique, Le terroir. et même pas celui du Bénin. Et c'est désolant. Et je pense que c'est le premier indicateur qui nous fait montrer que notre éducation est à terre. Vous ne pouvez pas construire un pays avec une jeunesse qui ne connaît pas correctement l'histoire de son pays. Ça doit commencer par là. L'histoire de son environnement immédiat, c'est-à-dire l'Afrique, et pourquoi pas l'histoire du monde. Je ne fais jamais de séminaire au Front souverain sans présenter une partie de géopolitique pour leur dire que depuis 1960, vos aînés, vos parents font la politique au Bénin en regardant leurs pieds. On ne fait pas la politique dans un pays en regardant seulement son pied. Et depuis peu, ça a changé. Mais il faut regarder aussi vers le haut et regarder ce qui se passe dans notre environnement. Alors, nous approchons des élections présidentielles, n'est-ce pas, M. Anango? Oui. Quelles sont les questions fondamentales du développement du Bénin sur le plan économique, social et tout ce que vous voulez, qui sont apportées et même projetées dans notre environnement immédiat de la sous-région ou de ce qui se passe dans le monde? Alors, si vous commencez à me parler des divagations autour de Rekia, de Joël Aïvo, de Agossa, de tout ce qui se passe aujourd'hui, ou bien de Talon, ainsi de suite, où sont les questions du fond? Où sont les questions du fond qui nous projettent dans l'avenir? Il n'y en a pas. Le Front souverain en propose. Il faut revenir à l'essentiel et pouvoir s'asseoir et donner du contenu Si vous à ne ce donnez qui pas, va se faire. si vous ne donnez pas, si nous ne donnons pas d'âme à une éventuelle assise. Ça Vous n'y ne- croyez pas non plus, la tenue d'une assise. Ah non, au contraire, je le répète, les assises, nous le demandions, nous, au Front souverain, depuis 2015. Donc ça s'impose. Ça s'impose, et c'est ce que j'ai dit d'entrée. Pour l'âme, on y revient. Par contre, pour l'âme, il faut donner une âme à cette conférence. Sinon, ça va paraître d'abord tout simplement une répétition bête, parce que on se réimagine ou bien on fantasme la conférence nationale, parce que la conférence nationale, beaucoup de gens, beaucoup de nos compatriotes la fantasment dans leur tête. Ah, c'est ce qui nous a beaucoup. Mais je vous dis, si vous voulez répéter ça parce que ça va mal et que vous faites un retour en arrière en disant oui, quand ça allait mal, nos aînés avaient fait une conférence, donc nous allons faire une conférence. Si vous allez dans ce sens-là, vous êtes dans le leurre. Ce n'est pas de cette façon-là que elle s'impose. Elle s'impose ces assises-là pour rattraper notre retard depuis 1960. Mais lorsqu'on le dit, on ne peut pas ne pas penser à une figure forte, à un homme charismatique. Il paraît depuis peu, si on aura votre regard, que le Bénin serait désespérément en quête d'un homme suffisamment emblématique qui peut conduire une rencontre comme celle-là. Jos Pézo Anago, la question s'impose-t-elle toujours? Oui, c'est vrai, mais je vais nuancer pour dire, c'est vrai qu'à un moment donné, on parlait tantôt de repères, on devrait avoir suffisamment de repères autour de nous, on devrait aussi avoir des personnalités fortes qui font l'unanimité et vers qui on peut se diriger en cas de difficulté, et qu'on peut questionner. Mais moi, j'ai observé depuis 2016, je peux me tromper, qu'il y a une sorte de déstructuration de ces repères-là. Il y a une sorte de détricotage. Je ne sais si ça a été sciemment préparé
où même ces personnages ou cette personnalité qui était prévue ou vue ou même soupçonnée d'occuper ces places de choix ont progressivement perdu de leur allure, de leur allant, du fait de cette politique, moi je vous dis, de ces intrigues qui sont tissées depuis. Je pars de 2016 pour constater qu'avant 2016, on pouvait encore dire, bon, mais lorsque tel prend la parole, et ça fait l'unanimité, on l'écoute. Aujourd'hui, même quand on est ancien président et qu'on prend la parole, très peu vous écoutent. À la limite, c'est des railleries qui vous accompagnent, parce qu'on a noté que certains anciens présidents, ou bien d'anciens présidents, ont demandé audience auprès de celui qui est au pouvoir, ont été reçus. Et puis, dans les conditions que nous connaissons, c'est-à-dire ce qui laisse à croire. On a vu aussi, laisse à croire qu'il y a encore, enfin, des aînés qui sont dans la société. On a vu cette malheureuse scène au marché d'Atopa, où d'anciens présidents ont été pris à partie parce que leur tort était de se retrouver au marché d'Atopa, par exemple. Bon, eux aussi, nous avons, de mon point de vue, historiquement parlant ou culturellement parlant, chez nous, l'aîné reste l'aîné. Je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse, loin de là. Mais je me dis, déjà dans mon cercle familial, celui qui est plus âgé que moi, je lui dois respect et considération. Lorsque ça commence par là, je trouve en lui un repère. Et lui aussi, il se considère comme celui vers qui je dois me diriger lorsque je me sens désemparé et tout le reste. Lorsque je suis au fait d'un pouvoir, au fait d'une responsabilité, par exemple, je peux aussi aller voir celui qui était déjà passé par là avant moi et prendre conseil. On a vu, et dans un passé qui n'est pas quand même lointain, on a vu des présidents d'exercice partir de chez eux, aller au domicile d'anciens présidents, leur dire bonjour, et puis après il y a eu des tête-à-tête, et puis il s'est passé des choses intéressantes. Et pour nous, de loin, on se dit, ça c'est une bonne chose. Et lorsqu'on a tissé ce genre de relations, je crois qu'on peut nous-mêmes mettre en place nos griffes, nos propres fétiches. Mais lorsqu'on a désacralisé ce genre de rapport ou de relations, je crois qu'on est en droit aujourd'hui de se dire, il n'y a plus de repères. Lorsque je suis président de la République en exercice, plein pouvoir, et que j'accorde de l'attention ou de la considération à ceux qui ont eu ces charges, après moi, quelque part, je suis en train de perpétuer cette idée de repères, de personnes de qualité. Lorsque, par exemple, je suis tête couronnée et que l'égard ou la considération qu'il me faut m'est due et que je suis homme de religion, parce que nous les respectons aussi, l'égard ou la considération qui m'est due est intacte, je pense que lorsque je rencontre le président de la République et que je lui dis ça ne va pas, il devrait pouvoir se rassénérer, m'écouter et travailler avec. Mais on a observé qu'il y a eu quand même des tentatives. Et ces personnes ou ces personnages ont été quelque peu banalisés, au point où finalement nous ne pourrons plus aujourd'hui trouver autour de nous ces gens de repères, à moins d'aller en chercher au Nigeria ou au Botswana ou quelque part d'autre. Donc ça c'est mon constat, et ça m'engage. Bien sûr. L'exposé du CFR, là? Oui, tout à fait, mais il y a quelques heures, un ancien président de la République monté au créneau. J'ai vu comment est-ce qu'il est passé à la bastonnade en griffe. Mais bien avant lui, bien avant cette époque, on a vu d'autres. On a vu par exemple l'ancien président qui a été embastillé, qui est resté chez lui pendant des mois. Ça, c'est un très long débat. Mais je retiens deux mots. Au Ghana, c'est pas ce qui se passe. Au Ghana, vous ne verrez pas d'ancien président maltraité de cette façon. Au contraire, lorsqu'il y a une crise, l'autre sort de son palais, va voir les anciens et discuter, parler, prendre langue avec. Mais je pense que c'est une bonne chose. Et quand on est africain, on ne laisse pas ce genre d'opportunités. Donc moi, c'est un constat qui m'engage. Donc chacun devra reconnaître aussi sa place et jouer pleinement sa partition. Quand on lui offre sa place, c'est-à-dire, je ne suis pas si traditionnaliste, mais j'ai vu
On dit, soi-même, on érige son fétiche. Soi-même, on protège son fétiche. Soi-même, on considère son fétiche. Alors, parole, droit d'aîné, Monsieur Kodo, vous êtes de l'âge certain. Avez-vous l'impression qu'aujourd'hui, dans la société béninoise, le respect dû à l'aîné n'est plus forcément ce que ça doit être et que la parole n'a non plus de sens? Écoutez votre vis-à-vis. Oui, j'ai écouté attentivement le compatriote Anago et je me réfère à ce que j'ai dit au début, que le contexte politique de 1990 d'aujourd'hui a changé de celui de 1990. Le monde évolue, les peuples sont de moins en moins dupes sur un certain nombre de choses. Mais ce qui est important à souligner ici, en ce qui nous concerne, lorsqu'une nation n'existe pas, déjà, lorsqu'un pays se délite, tout se désacralise. Et c'est la conséquence de ce que nous voyons aujourd'hui. Il n'y a plus d'hommes sacralisables, charismatiques. Aujourd'hui, non, ils se sont discrédités, il faut le dire honnêtement. Les aînés se sont discrédités. Les aînés se sont discrédités eux-mêmes. Il faut voir la scène politique dans sa globalité, il faut voir la classe politique dans sa globalité. Et pour finir, vous avez un président de la République qui a donné parole et qui est revenu sur cette parole-là. Il a dit, je vais faire 5 ans, mais qui revient. Nous en avons pour des dizaines d'années pour corriger ça dans la mémoire de nos enfants, dans l'histoire ça a quoi de voir avec notre la mémoire pays. De nos enfants? Oui, lorsque vous êtes père de famille, vous donnez des exemples à vos enfants, hein, ils vont le répéter 10 ans, 20 ans après, quand vous ne serez même plus là. Donc, c'est à peu près la même chose. Un chef d'État, c'est une icône. C'est une icône, on dit, je ne sais pas. C'est une icône. Bon, moi, je ne suis pas français sur ce plan-là. Alors, c'est une icône, n'est-ce pas? Si c'est une icône, sa parole est sacrée. Et si sa parole est sacrée, lui-même devient sacré. Et c'est en respectant sa parole qu'il se donne cette sacralité. Et si il parjure, il draine le pays vers une pente glissante. Pourquoi? Parce que vous imaginez toute la génération de jeunes garçons de 18-20 ans qu'il y a aujourd'hui, qui peut-être en 2016 ont vu élire le président Talon, qui a juré par tous les dieux qu'il fera 5 ans et qu'il revient sur sa parole et il va refaire. Non, constitutionnellement, il a le droit. Citoyennement, il a le droit. Mais pas la sacralité de sa place, pas l'exemple qu'il représente. Dans notre pays, nous avons l'habitude de dire quoi? Le père de la nation, notre papa, c'est comme ça on dit président ici, ce qui n'est déjà pas une bonne chose, mais nous le disons quand même. Donc, ce que nous disons, d'abord, un homme charismatique à rencontrer, c'est l'histoire qui fait rencontrer un homme. Donc, si nous n'en avons plus et que notre pays est en délitement, qu'il n'y a plus d'hommes de confiance, l'histoire va bâtir elle-même ces hommes qui auront une rectitude, qui pourront redresser ce pays-là. L'histoire elle-même. L'histoire elle-même va fabriquer ces hommes. Alors, et je donne juste un exemple avant que vous continuiez. Vous imaginez que la France était par terre lorsque l'Allemagne a occupé la France et que le maréchal Pétain a baissé les bras. L'histoire a rencontré De Gaulle et a fabriqué De Gaulle. Et aujourd'hui, la France vit encore avec l'esprit de Gaulle, conquérante. Nous sommes d'accord? Donc, le Bénin, le territoire sur lequel nous vivons, avec des peuples du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est un territoire d'ancêtres très valeureux. Bianzin, Kaba, Bioguera. C'est l'histoire qui les a fabriqués. Ils ne se sont pas fabriqués parce qu'à un moment donné, leurs concitoyens voulaient les chercher. Ils les cherchaient Bioguera, Kaba, Bianzin. Non, l'histoire
les a fabriquées telles quelles. Donc, est-ce qu'on ne peut pas dire que le Bénin a déjà son homme charismatique quand on prend celui qui tient les rênes aujourd'hui du pays? Non. Excusez-moi, monsieur Chouela Ivo. Ça y est, on dit par ici. C'est une provocation ou bien quoi? Non, pas une provocation. Pas une provocation. Je pars sur des données avec de grands rêves. Relever le Bénin, le positionner. Et ce ne sont pas des leviers qui ont manqué. Au début, par exemple, de cette gouvernance... J'ai beaucoup de respect pour l'actuel président de la République, qui est un grand homme d'affaires, qui a un parcours personnel élogieux sur un certain nombre de plans. Mais je prends le livre ici de Yacouba Fassassi. Et la grande rupture. La grande rupture. C'est écrit dedans qu'en 2006, c'est pas moi qui le dis, en 2006, Kérékou voulait, à la passation du service avec Yahi Boni, voulait remettre les dossiers épineux de ce pays-là à Yahi Boni, fraîchement élu président de la République. Et Yahi Boni, fraîchement élu président de la République, qui devait prendre les dossiers épineux de notre pays, dit qu'il faut donner ces dossiers épineux à Patrice Talon. C'était en 2006. Vous avez raison de dire tout à l'heure que personne ne connaissait Talon ici à cette époque-là. Mais à ce niveau, il se connaissait. Pourquoi je dis ça? Parce que le président Kérékou, à l'époque, donc en train de passer le service, a donc dit à Fassassi, ok, s'il a dit ça, on n'y peut rien, va donner le dossier à Talon. C'est le président Kérékou lui-même qui va dire, va donner le dossier à Talon. C'est écrit ici, hein. Va donner le dossier à Talon. Et on donne le dossier à Talon. Et il recommande à Yacouba Fassassi, prends quand même le soin d'avoir une décharge en bonne et due forme que tu as remis le dossier. Vous, on est dans quel état? Et puis aujourd'hui, nous avons celui à qui on a remis les dossiers épineux, qui est devenu président de la République. C'est dans la logique des choses, oui ou non? C'est dans la logique des choses. Mais quelle confiance démocratie représentative. Moi, la démocratie de 90 est morte et moi, j'en suis très, très content et très fier. Je peux encore expliquer par la suite. Quelle confiance cette démocratie représentative peut-elle avoir lorsque le peuple a choisi Yahi Boni comme président et le peuple ne sait pas que c'est une autre personne en réalité, au fait, le président qui est fraîchement élu est soumis dans l'ombre à une personnalité que les populations ne connaissent pas dans les faits. C'est très très grave. Donc, alors, fier et jaïdé, où est le pont? Fier et clin foré, où est le pont? Pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue, oui. Oui, pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue. Ce n'est pas là où vous êtes tombé que vous regardez. Vous regardez là où vous avez trébuché. Et si on regarde ce que je viens de dire, cet épisode, vous comprenez que notre pays trébuchait depuis 1990, trébuchait depuis 1960. 1990, nous parlions de consensus. Le consensus, c'était comme nous sommes dans le régionalisme. Et puisque nous n'avons pas de nation, comment faire pour continuer avec le pays? Si nous voulons continuer avec le pays, nous n'avons pas d'autre choix que de faire un consensus parce qu'il y a du régionalisme et nous ne sommes pas dans une nation. Et tous nos problèmes, à partir de 1990, commencent à partir de ce constat-là que nous allons faire diamant. Nous allons nous partager le pays. Chaque baron ira dans sa région et nous allons avoir un sponsor qui nous arrose et nous allons rester dans nos fiefs pour maintenir la paix nationale. On a acheté la paix en 1990. C'est ça le consensus. Monsieur Kodo, on a acheté la paix. En 1990, c'est ça le consensus. Et si vous allez à une nouvelle conférence en 2021, je ne sais pas quand, et vous voulez faire encore consensus et que vous êtes en train de regretter le renouveau démocratique de 1990, vous allez encore tromper ce peuple et vos enfants et les enfants qui viendront avec eux encore sur plusieurs générations. Vous devez changer de paradigme. Jospézo, c'est vrai, recommandons à tous ceux-là qui
arrive encore à lire, de lire. On doit aller à la rencontre de l'histoire de ce peuple pour mieux savoir là où nous allons. Jos Peso, on fait comment pour aller à la rencontre de l'homme finalement charismatique? Parce que manifestement, l'illusion, c'est là, de pouvoir aller à ce dialogue, mais sur de nouvelles bases. Oui. Lorsqu'on va à un dialogue, il y a une règle qui s'impose à tous, pour peu qu'on ait la bonne foi d'y aller. La règle est que vous n'y allez pas parce que vous pensez que tout ce dont vous voulez en parler ou vous voulez en débattre doit être soumis ou passé comme une lettre à la poste. C'est-à-dire, on va au dialogue lorsque on est conscient du fait que on voudrait aller confronter les idées, partager un certain nombre de préoccupations, écouter aussi les autres, se laisser écouter et écouter aussi. Mais pas, de mon point de vue, pas pour aller rencontrer, pas à la rencontre de l'homme charismatique, non, pas forcément. Et si la nécessité de se retrouver au cours d'une assise se fait sentir, c'est que quelque part, il y a eu des problèmes dans la maison. Il y a eu des problèmes dans la maison Bénin, et des Béninois se sont dit, il est temps qu'on puisse se retrouver. Ça peut prendre la forme que ça prendra. De mon point de vue, je ne dis pas que ça doit être forcément ce qui s'est opéré il y a 31 ans, bien que là, il y a ceux qui sont heureux que cela ait pu se faire, ceux qui sont moins heureux au regard des résultats que cela a généré, mais toujours est-il que cela fait partie désormais du pan historique de notre pays. Mais aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que les Béninois n'arrivent pas à se parler entre eux. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que M. Kodo... Vous ne voyez pas les Béninois en train de se parler entre eux? Non, vous savez, il peut arriver que M. Kodo m'invite à l'anniversaire de son filleul ou tout. Et puis, moi, j'ai peur d'y aller. Parce que certaines personnes vont me voir aux côtés de M. Kodo, par exemple. Enfin, je ne le dis pas parce que c'est moi, M. Anango, mais aujourd'hui, nous notons qu'il y a des Béninois qui ont peur d'inviter d'autres Béninois pour rester ensemble et échanger. Il y a des Béninois qui ont honte aujourd'hui de se tenir au bord d'une chaussée avec d'autres Béninois en leur compagnie, simplement parce que, quelque part, on leur dira qu'ils sont d'acquaintance avec ceux-là qui sont considérés comme des pestiférés. Bref, il y a cette situation aujourd'hui qui ne peut se résoudre que lorsqu'on se retrouve en conclure, vous allez dire quoi? Je voudrais conclure pour dire le mal-être que nous ressentons aujourd'hui ne peut se régler à distance. Et il faut que nous ayons le courage d'aller quelque part nous retrouver. Je ne sais quel nom on va donner à cette démarche, mais qu'on se retrouve quelque part et qu'on ait le courage de se parler, qu'on ait le courage de se comprendre et qu'on ait le courage de corriger ce que l'autre a pu faire à l'autre et tout, et s'entendre pour repartir. Ce n'est pas des accolades, c'est s'entendre courageusement pour repartir afin de bien bâtir la nation, parce que elle n'est pas sur les bonnes fondations en ce moment. Monsieur quoi qu'on dise. Oui. Repartir, c'est le mot de votre vis-à-vis. À croire que c'est vraiment un nouveau départ. Vous concluez en disant... Je conclue en disant que le pays est vraiment clivé. Et le Fonds souverain a posé un diagnostic. Et nous disons qu'il faut bâtir une nation grâce à la vision LMA, notre langue, notre monnaie, notre armée. Il a parlé de nation, M. Anago. Donc, c'est la raison pour laquelle le Fonds souverain parle de CPN depuis 2015, Conférence patriotique nationale. Voilà. C'est de telles assises comme ce qui est demandé là, qui donneront une âme à la conférence, et son résultat ne durera pas le peuple. Merci à vous, Monsieur Kodo, pour ces apports. Chers téléspectateurs, si vous avez aimé, prenez le rendez-vous un autre jour pour d'autres faits à développer. Monsieur Jos Peso, ce fut un plaisir. Chers téléspectateurs, on va donc s'en arrêter là, dans l'espoir vraiment d'avoir contribué un tout petit peu à la construction, à un petit apport pour la construction de ce Bénin qu'on veut tous prospère. Merci d'avoir été des nôtres. Disons à très bientôt. Au revoir.